Alors un constat, le son est incontestablement connu de tous, mais c'est une discipline qui est relativement peu enseignée, l'acoustique. Bon, alors j'ai une explication que je vous proposerai dans la conclusion, qui est le fruit d'une trentaine d'années de retour d'expérience. Alors, on peut ranger les sons dans trois catégories, hein, paroles, musique ou plus généralement bruit. Est-ce qu'il y a un lien entre l'acoustique et l'art, puisqu'en fait c'était l'objet des journées? Bon, alors, évidemment, si on parle de musique, de chansons, d'opéra, chansons, ça dépend, hein, parce que certaines chansons vont être jugées artistiques par certaines oreilles et absolument intolérables par d'autres. Hein, donc c'est pas forcément si évident. Même le cinéma, le théâtre, il y a des voix qui sont des voix qui sont par elles-mêmes musicales. Alors, si on parle de ces domaines-là, incontestablement, le lien avec le domaine de l'art est évident, enfin assez évident. Alors ensuite, si vous parlez du bruit d'un avion au décollage, ou d'un train, ou du bruit d'une usine, bon, j'ai osé Burke, parce que bon, le lien avec l'artistique est certainement pas évident du tout, même il n'y en a pas. Et puis, il y a des choses qui sont plus surprenantes. Une chute d'eau, ça peut, quand on est, par exemple, quand on est en camping et qu'il y a une chute d'eau proximité, alors pas trop près, mais une chute d'eau proximité, finalement, c'est un bruit large bande qui n'est pas si désagréable que ça. Ou bien le bruit de la pluie qui tombe sur la toile de tente, moi j'apprécie beaucoup. Hein, quand je suis à l'intérieur, hein, c'est... Hein, ouais. Bon, je vois que je ne suis pas le seul, apparemment. Alors, une tourterelle. Est-ce qu'une tourterelle a un chant mélodieux, oui ou non? Personnellement, ça m'agace prodigieusement, mais certains peuvent trouver que la tourterelle a un chant mélodieux. J'avais mis rossignol, après j'ai enlevé rossignol, j'ai mis tourterelle, parce que si c'était rossignol, c'est sûr que là, tout le monde aurait dit oui. Bon, après, il y a certainement des gens qui font de la moto parmi vous. Alors, la mythique BM, hein, bah oui, d'accord. Ou bien, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous pilotent-ils une Ferrari avec un moteur V12. Bon, quand vous lisez la presse spécialisée, il y a des commentaires qui sont des commentaires, je vais dire, artistiques. Oui, il y a des envolées lyriques sur le feulement du V12 Ferrari, ou le doux bruit de l'échappement de la BM. Bon, ce ne sont pas a priori des sons qui sont artistiques, mais... Hein, vous voyez que l'auditoire est partagé. Hein, oui, vous auriez plutôt tendance à les mettre du côté de l'artistique. Bien. Alors allons-y, on fait un peu de physique et puis après on passera à la suite. Alors, le son, qu'est-ce que c'est? C'est une perturbation de pression. Donc en ce moment, pendant que je parle, ici, je provoque des perturbations, des modifications de la pression atmosphérique ambiante. Alors des toutes petites perturbations, mais des perturbations quand même, qui se propagent dans cet amphi. Alors là, il y a une assistance acoustique, mais même si j'enlève mon micro, je perturbe et ça se propage quand même. Donc, ce sont des perturbations de pression, mais il faut un milieu de propagation. Donc, contrairement aux ondes électromagnétiques qui peuvent parfaitement se propager en dehors de tout milieu de propagation, enfin de la présence de tout milieu de propagation, elles le font aussi quand il y a un milieu, mais là, elles peuvent s'en passer. Le son, lui, c'est pas possible. Vous connaissez la fameuse expérience de la cloche à vide avec la sonnette à l'intérieur. Quand il y a de l'air dans la cloche à vide, on entend la sonnette qui sonne, et au fur et à mesure qu'on fait le vide, enfin, au fur et à mesure qu'on fait le vide, on entend surtout la pompe. Et une fois qu'on a coupé la pompe, ça fait tellement de bruit la pompe qu'on n'entend plus la sonnette. Mais après, on coupe la pompe et on voit bien le vibreur qui frappe sur la cloche, mais on n'entend plus rien puisqu'il n'y a plus de milieu de propagation. Alors, ce milieu doit être élastique. Bon, la plupart des milieux sont élastiques. Et alors, l'acoustique, enfin le son, ça va donc être un mix entre de la mécanique, de la propagation d'ondes et il y a aussi de la thermodynamique dans un coin. Hein, parce que j'en parle juste après. Hein. Quel est le processus? C'est un état de compression-dilatation d'un milieu de propagation. Souvent, ça va être l'air. Bon, ça peut être un milieu liquide, mais l'essentiel de l'acoustique audio, c'est quand même dans l'air. Bon, le chant des baleines, oui, enfin, à l'oreille humaine, c'est pas si facile que ça de l'entendre. Alors, compression-dilatation, donc pression et volume varient. Quid de la température? Bon, alors vous savez que il y a deux processus possibles, soit un processus isotherme, soit un processus adiabatique. Est-ce que la compression-dilatation
est suffisamment lente pour qu'il y ait équilibre thermique, ou est-ce que le phénomène est trop rapide pour que l'équilibre thermique s'établisse? Alors, il y a des physiciens célèbres qui se sont accrochés à ce sujet. Bon, ils sont assez célèbres quand même. L'un était Laplace, l'autre était Newton. Ils n'étaient pas du même avis. L'un défendait l'opinion isotherme et l'autre l'opinion adiabatique. Il y en a un des deux qui a eu tort. Donc vous voyez, il ne faut pas se désespérer. C'est ce que je dis aux étudiants. Même si Laplace ou Newton, on ne dira pas lequel, je ne vais pas cafeter, il y en a un des deux qui s'est trompé. Bon, donc ça laisse la place à l'incertitude. Bon, en fait, le processus adiabatique est le processus effectif. Alors comment on a fait pour s'en assurer? On a mesuré la célérité du son dans l'air de façon pratique. Bon, c'est les fameuses expériences de Regnault, hein. Un coup de canon sur une des collines de Paris, la flamme sortant du fût du canon est visible presque instantanément à grande distance, le son n'arrive que plus tard. On considère que la vitesse de la lumière est telle qu'on peut considérer que c'est l'instant zéro, et puis quand on entend le bruit du coup de canon, connaissant la distance, on a déduit la vitesse. Bon, on a trouvé 340 mètres par seconde. D'autres expériences ont été faites dans les égouts de Paris, hein, alors là, c'est des ondes guidées. Bon, ça donnait toujours à peu près 340 mètres par seconde, ça varie un peu avec la température. Bon, donc, si on prend l'hypothèse isotherme, on trouve 280, donc il n'y a pas photo. Hein. 280, 340, là, c'est en dehors du domaine d'incertitude. Alors, si on veut s'intéresser à l'acoustique ou au son, j'ai mis un certain nombre de mots-clés. C'est des domaines qui, ce sont des mots qui, en fait, font à peu près le tour de l'acoustique de base. Alors, les grandeurs physiques. Elles n'y sont pas toutes, parce que certaines grandeurs sont utiles en acoustique, mais je n'ai pas cherché à être exhaustif. J'ai mis les principales. Bon, la fréquence, le domaine audio, couramment, on le situe depuis environ 20 Hz, peut-être un peu moins, jusqu'à 20 kHz. Alors, un peu moins, pas tellement pour l'oreille humaine, hein, mais pour un microphone, 20 Hz n'est pas un problème. Pour l'oreille humaine, en tout cas pour la mienne, c'est un problème. Hein. Quant à 20 000, j'en parle pas. On verra tout à l'heure, hein, rares sont les gens de plus de 60 ans qui entendent encore des fréquences supérieures à 8 kHz. Et, je fais partie de cela, mais moi je le sais. Bon, alors le contenu fréquentiel. Alors le contenu fréquentiel, ah non, oui, alors vous occupez pas des petits chiffres qui sont en haut, enfin vous pouvez vous en occuper. C'est des repères visuels, parce que comme je dois jongler avec deux types de choses, alors si je fais ça, en principe, ouais, ça marche. Et alors, je fais ça, oh oui, ça c'est pas tellement au point, non, ça va aller. Si je passe de l'autre côté. Ah, il faut poser ça. Eh bien, voilà un appareil qui est en parfait état de marche. On va faire comme ça. Bon, voilà. Alors, ça ici, c'est quoi? Vous avez le domaine audio. En haut, la zone audible, hein, c'est à environ 20 Hz. À gauche, les infrasons. Tout à fait à droite, les ultrasons. Et le domaine audio auquel on s'intéresse, le domaine audible auquel on s'intéresse, il est au milieu, donc bien entre environ 20 et 20 000 Hz. Bon, et sur ce transparent, on a positionné des sources de bruit qui sont des sources de bruit de la vie courante, enfin de la vie courante entre violon et moteur marin, ou scie au fourneau, enfin c'est la vie courante, disons. Hein. Donc voilà à peu près le type de positionnement fréquentiel d'un certain nombre de bruits que l'on connaît. Bon, et puis en dessous, la zone audible pour l'homme, et puis pour la chauve-souris, bon, on voit que c'est décalé vers les ultrasons, on le sait. Alors là, je dois faire ça. Ah oui, j'ai mis quoi? Je vais m'y mettre après. Hein. Ça va devenir meilleur après. Je vais petit à petit. Alors, donc, contenu fréquentiel. Alors, contenu fréquentiel, c'est assez compliqué parce que il y a les sons de la physique. Vous prenez un générateur BF et un haut-parleur, et puis vous avez une fréquence. Et puis après, il y a les sons de la vie courante, et c'est pas tout à fait pareil.
Alors, contenu fréquentiel, on aime bien savoir s'il y a des harmoniques. Bon, et monsieur Tran, qui va ensuite parler de musique, va nous parler de choses intéressantes comme les formants. Bon, alors, contenu fréquentiel, je fais ça et je fais ça. Bon, en haut, un son pur. Sinusoïdal. Après, on peut compliquer un petit peu, on peut mettre 2 fréquences. Après, on peut en mettre une série. Ouais, bon, on ne saurait pas le mettre plus près. Enfin, je crois pas. On peut le repousser un tout petit poil, mais on peut le mettre par terre, comme ça. Ouais, bon, c'est... Alors, et en bas, en fait, ce qu'on appelle un son complexe, avec à gauche l'amplitude fonction du temps et à droite la répartition en fréquence, où on voit que cette fois il y a toute une bande et il n'y a pas de fréquence isolée qui soit identifiable. Alors ça c'est un peu théorique. J'ai pris des sons, des enregistrements de sons. Alors celui-ci c'est une presse à emboutir. Donc en haut, l'évolution en fonction du temps, et en bas, l'évolution, enfin la répartition en fréquence. Donc là encore, on voit que pratiquement tout est présent. Alors, vous pouvez comparer ces deux-là. Non, vous ne pouvez pas les comparer parce qu'ils ne sont pas visibles tous les deux. Alors, en haut, une presse à emboutir, la répartition en fréquence du bruit émis par une presse à emboutir, le clang au moment où la presse frappe sur la tôle, et en bas, un moteur électrique. Alors dans un moteur électrique, c'est pas du tout la même répartition. On voit qu'il y a des pics et on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait des séries harmoniques qu'on puisse... c'est une rotation, il y a des choses qui tournent, donc il y a des fréquences circulaires certainement présentes. Alors, donc je fais ça et je fais ça et c'est reparti. Puissance acoustique. Alors oui, pression acoustique, 10 micropascales à 200 pascales. Alors ça mérite d'être noté, je vais en reparler dans un instant. Puissance acoustique, 1 picowatt à 100 watts. C'est absolument incroyable, hein, ça va poser problème. Donc intensité acoustique, qui est la puissance par unité de surface, bon évidemment 1 picowatt par mètre carré jusqu'à 100 watts par mètre carré. Alors, une grandeur importante en acoustique, l'impédance acoustique spécifique, donc qui est le produit de la masse volumique par la vitesse de propagation du son dans le matériau, et qui est un des paramètres tout à fait fondamentaux pour l'étude de l'acoustique, de propagation du son dans des milieux. Alors, célérité du son, si c'est un gaz, c'est des centaines de mètres par seconde, dans l'air à température ambiante 340, dans l'hélium 1200. Alors, c'est pour ça que sur un transparent suivant, j'ai marqué que le système de détection des sons et d'émission de la parole de l'être humain était adapté au milieu dans lequel il vivait, c'est-à-dire l'air, et pas adapté au milieu héliox, qui est celui des plongeurs en projet profonde. Bon, ce qui explique le son de canard des plongeurs qui vous parlent de très loin, et où en fait les fréquences sont décalées vers le haut à cause de l'inadaptation du système des résonateurs de la voix avec le gaz qui n'est pas bon. Alors pour les liquides, c'est autour de 1500 mètres par seconde, enfin c'est le cas pour l'eau, et pour les solides, c'est plus. Alors les solides, ça devient un peu compliqué. Parce que il peut y avoir des ondes transversales ou des ondes longitudinales. Alors je ne l'ai pas dit, mais je suppose que vous le savez, dans les gaz et dans les liquides, seules des ondes longitudinales peuvent se propager, pas des ondes transversales, puisque les milieux gazeux et les milieux liquides n'ont pas de constante élastique de cisaillement, ne peuvent donc pas propager des ondes à polarisation transversale. Par contre, dans les solides, c'est possible, alors ça devient plus compliqué, et en général, dans un cours d'acoustique élémentaire, on s'arrête avant les solides et on repousse les solides vers le domaine des ultrasons. D'ailleurs, c'est normal, parce que écouter le son à l'intérieur d'un morceau de métal n'est pas si facile, si vous y réfléchissez. Hein, comment vous faites pour mettre votre oreille dans le morceau de métal? C'est pas simple. Bon, donc ça n'a pas un grand intérêt. Puis ensuite, la directivité, on en verra une utilité au moment où on aura
les microphones. Alors, donc je vous ai remarqué l'extrême amplitude des grandeurs physiques. Alors, 3 ordres de grandeur en fréquence, de 20 à 20 000, 7 ordres de grandeur en pression, de 20 micropascales à 200 pascals, et 14 ordres de grandeur en intensité. Bon, ça rend pratiquement impossible, disons, l'utilisation d'une échelle linéaire. En tout cas, pour la représentation graphique, vous vous rendez compte que si vous devez mettre sur un graphique 14 ordres de grandeur, vous allez avoir du mal. En tout cas, vous pourrez peut-être les mettre, mais la précision sera faible. La précision de lecture sera faible. Donc on passe à des grandeurs logarithmiques et on définit ce qu'on appelle les niveaux. Donc en anglais, level, donc c'est ce qui explique la présence du L dans Intensity Level ou dans SPL, Sound Pressure Level, qui sont les indications qui figurent sur les sonomètres ou les appareils de mesure. Bon, alors il n'y a pas deux définitions différentes des décibels. Il n'y en a qu'une seule, qui est celle-ci, 10 logarithme à base 10 tiens, ça là, vous ne l'avez pas vu, hein. Je vous assure que ça n'existe pas, hein. Ça m'a échappé. Donc 10 logarithmes à base 10 du rapport I sur I référence. On ne peut pas prendre le logarithme d'une grandeur dimensionnée, donc il faut forcément faire un rapport. Donc le décibel, ce n'est pas une unité, c'est simplement un rapport. Mais cette grandeur, pour la différencier d'un vrai scalaire, on l'affecte d'une pseudo-unité, le dB, mais enfin ça on connaît aussi dans d'autres domaines que l'acoustique. Bon, voilà la difficulté spécifique de l'acoustique, c'est ça. Alors pour les étudiants, c'est beaucoup de formules et beaucoup de grandeurs qui se mélangent un peu, au moins au début. Et en fait, pour les mesures, l'extension des domaines. Alors, on a l'habitude, bon, et ça, M. Tran va l'utiliser beaucoup, on a l'habitude, en tout cas pour le domaine de la musique, de ne pas travailler en fréquence, au sens où les physiciens l'entendent, mais de travailler par bande d'octaves ou de tiers d'octave. Alors, tout est centré sur la fréquence 1000 Hz, fréquence centrale 1000 Hz, et ensuite vous divisez ou vous multipliez par 2 pour passer à l'octave suivante. Donc l'octave, c'est en fait une bande de fréquences dont les fréquences maximum et minimum sont dans le rapport 2. Bon, et pour tiers d'octave, c'est le rapport est le rapport est 2 puissance 1 tiers. Bon, donc il y a 10 octaves ou 30 bandes, enfin 10 bandes d'octaves ou 30 bandes de tiers d'octave qui sont utilisées habituellement pour représenter les résultats. Alors, quelques valeurs repères, donc j'en ai donné tout à l'heure, hein, pour l'air, les célérités, 340 mètres par seconde, 1500 pour l'eau, et puis quelques indications sur des ondes longitudinales dans des matériaux solides et des ondes transversales dans les mêmes matériaux solides. Bon, alors les ondes transversales se propagent moins vite que les ondes longitudinales. Bien, alors pour les niveaux, ben ici on a une première approche de niveau de puissance, donc ici en décibels et ici en watts. Donc vous voyez, le murmure, ce que vous êtes en train de dire à l'oreille de votre voisin ou de votre voisine et que je n'entends pas, donc je vous prie de continuer parce que là ça ne me dérange pas du tout. 10-9 watts, donc le nanowatt, hein, et un quadri-réacteur en bout de piste quand il fait son point fixe juste avant de lâcher les freins, 10 000 watts. Bon, il y a plus que ça, hein. Enfin, tout à l'heure je parlerai brièvement d'Ariane 5. Sur le pas de tir d'Ariane 5, au moment où les moteurs à poudre et le moteur principal Vulcain sont en fonctionnement, c'est-à-dire juste au moment où la fusée va décoller, 192 décibels. Alors ça, ce sont des sons que, je ne vais pas dire qu'on entend, c'est des sons que l'on reçoit. Si jamais vous étiez confronté à cette situation-là, vous les recevez une fois, et vous ne les recevrez pas 2 fois, parce que de toute façon, la deuxième fois, vous n'entendrez plus rien, vous êtes sourd profond. Hein, donc, ça ne vous gênera pas la deuxième fois. La première fois, oui, la deuxième fois, non. Enfin, c'est une douleur, hein, c'est plus vraiment un son.
Donc on peut résumer en disant que le domaine audiophysique, ben, le voilà. J'ai mis ici volontairement des 0+. Alors ça ne va pas jusqu'à 0, parce que sinon ce ne serait pas un phénomène ondulatoire. Il faut une fréquence. Et ce n'est pas rigoureusement un niveau 0, même s'il y a des appareils de détection, pas l'oreille humaine, des appareils de détection qui peuvent détecter des micro-bruits. Bon, alors ça c'est le domaine de l'acoustique audio au sens physique du terme. Bon, alors si on passe maintenant à l'acoustique... tiens donc, ça c'est surprenant. Ah oui, oulala, bon d'accord. Ouais, enfin, c'est les aléas du changement de machine. Sur mon PC de table, ça ne faisait pas ça, mais ici, ça fait ça. Bon, je n'ai eu le PC qu'hier vers 17h, enfin le portable, donc j'ai peut-être pas tout optimisé. Alors, acoustique physiologique. Donc, je vous ai dit au début qu'on est équipé naturellement de l'émetteur et du récepteur. Alors là, je parle d'abord du récepteur, on parlera de l'émetteur après. Alors, il y a 3 parties à l'oreille humaine. Il y a une oreille externe, une oreille moyenne et une oreille interne. Alors, à défaut d'être artistique dans mon propos, je peux au moins essayer d'être artistique dans les images. Voilà une oreille coupée en 3 morceaux. Donc, oreille externe, le pavillon. Bon, c'est assez joli, finalement, une forme qui est bien étudiée. Un conduit auditif. Et puis, ici... un opercule qui ferme ce conduit auditif et qui s'appelle le tympan. Alors, on revoit le tympan ici. Là, finalement, l'oreille moyenne avec la trompe d'Eustache, ce qui débouche dans l'arrière-gorge et qui permet d'égaliser les pressions quand l'avion a décollé. À un certain moment, on finit par avoir mal aux oreilles, et donc on vous propose un bonbon ou bien vous êtes prié d'avaler votre salive. Et en fait, ce qui est surtout important, c'est que le milieu qui se trouve... le milieu qui est là, bien sûr, c'est de l'air. Le milieu qui est ici, c'est aussi de l'air, et il y a ces trois os hein, qu'on appelle les osselets, un marteau, une enclume et un étrier, que j'ai repris ici en un peu plus grand, qui sont extrêmement astucieux, on va en reparler dans un instant. Bon, et puis la 3e partie, donc l'étrier est en contact avec une fenêtre qui est dite fenêtre ovale, fenêtre ronde, oui. Et il y a à l'intérieur de notre crâne, enfin dans l'os temporal, il y a ce limaçon qui est la cochlée. Alors si on déplie le limaçon, comme ça, pour voir un petit peu mieux comment il est fichu, il y a c'est bien la fenêtre ovale, qui est la fenêtre d'entrée, avec une rampe, une communication, une 2e rampe, et on revient à la fenêtre ronde. Alors, ce qui est important à noter, c'est qu'ici, c'est un liquide. Donc, là, on a de l'air, et ici, à l'intérieur, on a un liquide. Alors, si vous avez regardé les valeurs que j'ai données avant, si vous faites les produits Rosset, et si vous raisonnez en termes d'adaptation d'impédance, vous avez tout de suite un doute. L'impédance acoustique de l'air, 340 mètres par seconde multiplié par la masse volumique de l'air, ça va faire 415 unités SI, les REL. Et si vous le faites pour l'eau, 1500 que multiplie 1000, 1,5 10 puissance 6. 415, 1,5 10 puissance 6. Inadaptation d'impédance, donc on a un problème. Bon, alors le constructeur, il a été astucieux parce qu'il a fait une adaptation d'impédance mécanique. On ne pouvait évidemment pas faire une adaptation d'impédance physique, puisque si on veut faire passer le son de l'air dans l'eau, il n'y a rien qui passe, ou pratiquement rien. Bon, il y a une adaptation d'impédance mécanique, c'est-à-dire que les vibrations du tympan sont transmises mécaniquement à la fenêtre ovale. Astucieux, il fallait y penser. Bon, alors... ah oui, ça recommence. Donc, l'oreille, le sens associé à l'oreille, c'est... Alors, j'ai un 2e problème que j'ai vu hier soir, c'est le pied de page qui s'est mis sous la forme de 3 lignes. Sur mon PC de table, il était sur une ligne. Donc il interfère avec le bas du document, je n'ai pas eu le temps de changer, et je vous prie de m'en excuser. Alors, les seuils. Donc, pour définir des décibels, il faut une pression de référence. Il faut faire un rapport pression sur pression de référence, ou intensité sur intensité de référence. Donc, seuil d'audibilité, il a été conventionnellement fixé pour la valeur 0 dB à 10-12 watts par mètre carré. Alors, conventionnellement, ça correspond au minimum de ce qui est détectable par une oreille humaine. Alors attention, une oreille humaine,
jeune et en bon état. Donc, ça élimine un certain nombre de personnes dans la salle. Hein, vous n'en êtes plus là. D'accord? Alors, et j'ai marqué ou environ de 10-5 pascal, parce que vous avez vu qu'il y a deux définitions pour le décibel, une IL, Intensity Level, et l'autre Sound Pressure Level. Alors, il n'y a pas deux définitions contradictoires, mais simplement, pour qu'il y ait égalité parfaite entre 10-12 watts par mètre carré comme intensité de référence et 20 micropascales comme pression de référence, il faudrait que l'impédance acoustique soit exactement égale à 400 et pas 415. Alors ça veut dire que c'est vrai à une température un peu inférieure à la température ambiante. Et là, il y a parfaite égalité entre les deux définitions. À température ambiante, il y a un petit décalage. Alors c'est une des questions qu'on peut poser aux étudiants à l'oral quand on est en train de débattre, enfin de débattre mentalement, alors mention bien, mention très bien. Bon, certains le savent, d'autres n'ont pas vu les choses. Alors seuil de douleur constitue environ à 130 décibels, ce qui correspond à 10 watts par mètre carré ou 32 pascal. Alors, je vous rappelle que la pression atmosphérique dans cette pièce aujourd'hui est de l'ordre de, alors je ne sais pas, il fait quoi, il ne fait pas très très beau, donc un peu en dessous de 1013 hectopascal. Hein. Bon, c'est donc 1,0 quelque chose, 10 puissance 5. Alors, milieu très différent, je l'ai dit tout à l'heure, donc 415 et 1,5, d'où cette nécessité d'adapter l'impédance autrement que par le passage. Alors, on peut définir ce qu'on appellerait un quantum acoustique, 50 millisecondes pour l'oreille humaine. Alors, je ne sais pas, M. Tran me démentira peut-être. Bon, les sons de très courte durée, en fait, ne sont pas vraiment des sons. Enfin, vous me démentirez si vous le souhaitez. Sont des sons dont on n'apprécie pas finalement la fréquence. On les reçoit comme des clics, et c'est entre 50 et 150 millisecondes, selon les oreilles, qu'on commence à pouvoir dire tel son est aigu ou grave. Si vous faites un son très très bref, vous êtes incapable de le situer dans l'espace des fréquences. Trop bref. Alors 0,3% dans le domaine des hertz, c'est 1 décibel, j'ai marqué au mieux. Alors là, c'est marqué de nos 5 sens, entre 1 et 4 kHz, l'ouïe est certainement notre sens le plus performant. Enfin, vous avez vu les ordres de grandeur, c'est assez spectaculaire. Bon, j'accélère. Donc le domaine audible effectif, contrairement au domaine physique, on peut plutôt le mettre comme ça, c'est-à-dire qu'il y a cette zone-là ici, qui était en jaune tout à l'heure et qui ne l'est plus. C'est-à-dire que l'oreille humaine n'entend pas les sons de basse fréquence, même si ces sons n'ont pas une intensité si négligeable que ça. Alors, ce sont donc des vibrations mécaniques qui entrent dans le système auditif, qui vont jusque dans la cochlée, que l'on ne détecte pas, mais qui peuvent provoquer des dégâts. Et oui, si vous faites vibrer un système mécanique à basse fréquence, en général, l'amplitude est grande, on est d'accord? Ça, c'est de la physique. Si c'est à haute fréquence, l'amplitude est petite. Si c'est à basse fréquence, l'amplitude est grande. Un système mécanique qui vibre avec une grande amplitude casse plus facilement qu'un système mécanique qui oscille avec une amplitude faible. Donc les cellules ciliées de la cochlée peuvent casser. Et ça ne repousse pas, c'est pas comme les cheveux. Donc on est très vulnérable aux sons de basse fréquence parce qu'on les détecte mal. Et pourtant, ils sont présents. En particulier les infrasons, enfin les constructeurs automobiles savent ça, dans le domaine, vous avez vu tout à l'heure, dans les moteurs marins, il y a beaucoup de très basses fréquences. Bon, les moteurs marins, c'est des moteurs diesel qui tournent lentement, et pourtant il y a de basses fréquences. Alors ça aussi c'est remarquable, c'est-à-dire que vers 4000 Hz ici, on a notre zone la plus sensible. Alors quand on fait un audiogramme, c'est-à-dire que quand vous passez la médecine du travail ou que vous suspectez quelques difficultés d'audition, ce que le médecin regarde en premier, c'est est-ce que cette petite bosse existe. Alors, si la petite bosse existe, une oreille vraiment dans un état remarquable, c'est presque pas la peine d'aller regarder autre chose. Mais en général, la petite bosse ici n'existe déjà plus, et c'est bien plus grave que ça. C'est-à-dire qu'il y a des... Enfin, j'avais pris mon audiogramme, puis je vous épargnerai ça. Je ne veux pas vous accabler avec mes misères. Alors, je parle maintenant les organes de la phonation, c'est-à-dire la parole. 3 parties. Donc la soufflerie, c'est les poumons, le diaphragme qui comprime les poumons, provoque une expiration. Et puis le travail de la glotte qui en fait va bloquer ou laisser passer
Donc c'est... non, pardon. C'est ce DAB, c'est ce qu'on appelle le débit d'air buccal. Donc ça contrôle le débit. Alors les chanteurs connaissent ça parce que c'est extrêmement important. Alors ensuite, il y a un système vibrateur, donc le larynx et les cordes vocales. Et alors, j'ai lu dans le document de M. Tran que, avec juste raison d'ailleurs, il conteste le fait que le fondamental, on lui accorde un rôle que peut-être il n'a pas. Bon, donc ça fera le lien avec ce que lui va vous dire. Alors, j'ai un transparent, donc il faut que je fasse ça et ça. Ouais, alors, me douter que ce ne serait pas terrible, parce que c'est de la reproduction de photos sur le document. Alors ça, c'est les cordes vocales qui sont entrouvertes. Alors, sur la gauche, on ne voit rien. Bon, il faudrait éteindre l'autre, mais si on éteint l'autre, on perd du temps. Donc, je ne vais pas le faire. Ici, c'est un enregistrement en cinéma rapide, donc 2000 images par seconde. Là, les cordes vocales sont fermées. Là, les cordes vocales sont entrouvertes. Là, les cordes vocales sont largement ouvertes. Et puis, si on prend la quatrième image, ça se referme brutalement et on se retrouve dans la situation du haut. Donc, les cordes vocales, en fait, contrôlent le débit. Or, c'est ce système-là qui, en fait, permet d'obtenir cette modulation. Mais j'en parle pas plus, puisque derrière, il y aura un exposé qui rentrera certainement, sinon dans cette explication, du moins dans des choses qui sont très proches. Alors, ça permet quand même de moduler un son, et derrière, alors il faut que je fasse ça, oh là là, c'est compliqué. Non, bougez pas madame, ça, je vous en prie. J'ai choisi moi-même de me compliquer l'existence, je vais assumer. Alors, on en est là. Donc maintenant, les résonateurs. Une fois que le son, disons fondamental, avec les réserves que M. Tran mettra, une fois que le son fondamental est émis, si vous l'enregistrez avec un micro-son, enfin c'est assez désagréable, mais ça se fait, on va chercher le son au niveau des cordes vocales, on a une certaine forme de courbe. Et quand vous prenez le son extérieur devant la bouche, en fait, il y a une transformation du signal. Alors, la fréquence principale est conservée, mais certains harmoniques ont été tués, d'autres ont été renforcés. Et ça, c'est les résonateurs, le pharynx, la bouche et le nez, qui, en fait, peuvent permettre de le faire. Bon, alors, pour vous amuser un peu, et c'est reparti, j'ai fait ça, ici. Donc, faites abstraction de ce qui est écrit à droite, hein, c'est tiré d'un bouquin de linguistique et de phonétique. C'est ça qui est intéressant. Voilà une bouche humaine, les fosses nasales qui sont ici, les cordes vocales qui sont là quelque part, hein, les voilà ici. Et voilà la position de la langue pour prononcer le son S. Alors, je vous invite à le faire, enfin, pas forcément tous tout de suite, mais la pointe de la langue est en appui sur les dents du bas, et il reste un passage au-dessus de la langue entre le voile du palais et la langue. Bon, et ensuite, eh bien, voilà la forme de votre langue si vous souhaitez prononcer, alors c'est en vers, hein, d'accord, si vous souhaitez prononcer le son K. Alors la pointe de la langue est plus bas, donc en bas des dents, et vous fermez le voile du palais, vous fermez le passage au contact du voile du palais, et au moment où vous ouvrez, ça prononce le son K. Bon, alors ça fait toujours marrer les étudiants. Bon, donc avec la langue, avec la position de la pointe de la langue, on peut faire tout ça là. Hein. Alors, les phonéticiens ont donné des noms à tous ces sons. Alors certains nécessitent l'usage des cordes, la mise en œuvre des cordes vocales, d'autres ne le nécessitent pas. Alors, il faut que je fasse ça, et puis je reviens ici. Alors oui, j'ai marqué que le système n'était pas adapté à l'héliox, hein, il est adapté à l'air, mais pas à l'héliox, parce que ça n'a pas été prévu par le constructeur. Bon, alors, la parole.
Donc c'est un ensemble, c'est compliqué la parole, c'est un ensemble de signes vocaux que les humains utilisent pour communiquer entre eux, mais il y a une difficulté qui est une difficulté considérable pour les gens qui en fait font de cette parole un objet de recherche ou un objet d'activité professionnelle. Comprendre, c'est très différent de entendre. Donc la parole sert à communiquer, donc à comprendre le message qui vous est donné, pas uniquement à l'entendre. Alors je sais qu'avec des étudiants, on considère parfois que entendre, c'est comprendre, c'est pas forcément toujours sûr. Alors la langue, c'est une organisation particulière des données de l'expérience. Par exemple, la lettre J, en français, se prononce J, et en espagnol, et c'est la même pourtant, hein, c'est-à-dire le symbole, c'est J, mais ça ne se prononce pas pareil. CH en français, ça se prononce CH, KH en français, ça se prononce K, mais dans d'autres langues, ça se prononce autrement. Donc c'est bien le reflet, en fait, de l'expérience d'une communauté et pas quelque chose d'intrinsèque. Alors il y a dans le domaine de la linguistique, il y a Martinet qui est quelqu'un de fort connu, qui a donné un certain nombre d'indications. Alors sur la langue française, donc ce qu'il a indiqué, c'est que... Tiens, j'ai perdu des transparents. C'est reprenant. C'est pas grave. J'en avais marqué plusieurs là. Mais... Oui, alors il a en particulier remarqué que dans la langue française la plus pure, on identifie 34 phonèmes, c'est-à-dire 34 sons de base qui permettent de fabriquer les mots de la langue française, et que après 1940, les Parisiens n'utilisaient plus que 31 phonèmes. Alors ça c'est le début d'une réflexion sur l'accent. Alors vous savez que selon que vous êtes méditerranéen ou ch'timi, vous ne prononcez pas le français tout à fait de la même façon, au moins pour certains mots. Les méditerranéens prononcent systématiquement le E terminal, alors qu'en principe on ne le fait pas. Alors, il me manque la phrase du bas. Oui, c'est ça. Quelque chose qui est extrêmement important, c'est les sons de voyelles et les sons de consonnes. J'y reviendrai un petit peu après dans les applications. Alors, acoustique psychologique, assez rapidement. Là, il s'agit finalement d'établir des relations. Enfin, le but, ce serait d'établir des relations quantitatives entre. Il décroche petit à petit celui-là. Entre un stimulus physiquement mesurable et ce que perçoit ou ressent le système auditif, c'est-à-dire des sensations. Alors, j'ai résumé en vous disant que les relations ne sont jamais biunivoques, même pour les sons purs. Par exemple, vous allez prendre des sons de même intensité, même niveau d'intensité, et vous allez les mettre dans le domaine de 4 kHz, au maximum de sensibilité de l'oreille humaine, et vous allez les mettre dans le domaine du 100 Hz ou du 150 Hz. À 4 kHz, vous le percevez fort et clair, comme diraient les télécommunicants, et à 100 ou 150 Hz, vous pouvez ne pas l'entendre. Et pourtant, le niveau d'intensité est le même. Oui, parce que l'oreille humaine détecte mal les sons de basse fréquence. On ne peut pas établir une relation biunivoque entre le niveau d'intensité et la perception qu'on en a. C'est pas vrai. Et cette remarque-là vaut pour d'autres paramètres. Donc c'est compliqué. Alors, quand ce sont des sons purs, c'est déjà pas facile. C'est-à-dire que vous prenez un générateur BF et puis vous faites de la physique, ou de la psychophysique. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez prendre des sons réels, complexes, fluctuants ça devient encore beaucoup plus compliqué. Donc, ça pose des tas de problèmes. Alors, les caractères des sensations auditives, j'ai un peu fait le même tableau que tout à l'heure pour la physique. Simplement, il se passe des choses qui sont assez semblables à ce qu'on a en optique avec la photométrie et la radiométrie, à cette différence près qu'entre photométrie et radiométrie, photométrie c'est l'œil humain qui est le détecteur, radiométrie c'est un détecteur artificiel. Là, en fait, on a les mêmes grandeurs physiques, on a laissé les mêmes noms, mais on a donné deux systèmes d'unités différents. Par exemple, vous avez le watt par mètre carré ou la candela pour l'intensité lumineuse. Donc il y a deux systèmes d'unités, mais les mêmes grandeurs. Alors ici, en acoustique, malheureusement, c'est plus compliqué parce qu'il y avait des traditions musicales qui faisaient etc., etc. On ne parle pas de fréquence, on parle de hauteur, on parle pas ou de tonie.
Et puis il y a des choses qui sont spécifiques à l'être humain, c'est-à-dire on a deux oreilles, donc il y a des différences interorales qui nous permettent en fait de situer l'origine d'un bruit. Bon, ça c'est pas si facile que ça pour des systèmes de micro, même si c'est possible. Alors, l'acoustique psychologique, donc là c'est les courbes d'isosomie, dont l'origine est située ici, donc à 1000 Hz, et qui en fait donne le comportement de l'oreille. Alors ça c'est un effet important, l'effet de masque. Si vous émettez un bruit, alors ici j'ai choisi d'émettre un bruit qui est centré à peu près sur 1000 Hz, avec un niveau maximum de 50 décibels, ou avec un niveau maximum de environ 110 décibels, les zones qui sont en couleur, oui, d'accord. Les zones qui sont en couleur sont des zones qui en fait ne sont pas audibles. Donc vous voyez l'effet d'un bruit masquant peut effectivement perturber énormément l'audition. Bon alors les applications, oui je suis en retard, donc je vais accélérer. Première application, la maîtrise des bruits, donc j'ai choisi transport, habitat, industrie, c'est les bruits les plus courants. Alors pour les bruits de moteurs à explosion ou de réacteurs, en fait le moyen de les réduire, de les maîtriser, c'est d'utiliser des systèmes qui évitent au bruit d'être transmis. C'est-à-dire que c'est pas toujours si facile que ça d'éviter qu'il soit produit, mais on peut au moins éviter qu'il soit transmis. Donc pour les bruits d'un moteur à explosion dans le capot d'une voiture, ben, si on met le moteur sur des blocs de caoutchouc, c'est plus efficace que pour le bruit dans l'habitacle, c'est plus efficace que si on ne le fait pas. On peut utiliser évidemment le capitonnage et puis des atténuateurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle en général des pots d'échappement. Il faut que je fasse ça. Alors voilà par exemple un atténuateur, c'est marqué en bas, un réactif à 3 étages pour moteur diesel puissant, alors, où on a en fait des structures où des diamètres varient et où il y a des trous dans les... Bon, c'est des systèmes de filtrage qui sont connus, qu'on étudie en acoustique. Donc là il a 3 étages et permet de réduire considérablement le bruit en sortie. Parce que, évidemment, le moteur à explosion, si vous mettez échappement à air libre, on sait ce que ça fait. Alors, je remets ça, puis je bascule ça. Alors, bruit dans l'habitacle, je passe assez rapidement. C'est juste une remarque. Est-ce que le bruit dans l'habitacle a pour origine des bruits de turbulence de l'air autour de la coque ? Est-ce que c'est le moteur? Est-ce que c'est l'alternateur? Est-ce que c'est le turbo? Alors une indication donnée par Valeo, jusqu'à 120 km/h, l'essentiel du bruit qu'on entend dans l'habitacle d'une voiture moderne, c'est-à-dire une voiture où il n'y a plus de gouttières, maintenant c'est rare sur les voitures qui ont des gouttières extérieures saillantes, jusqu'à 120 km/h, le bruit est essentiellement d'origine moteur. Au-delà de 120 km/h, l'essentiel du bruit, c'est l'alternateur et le turbo. Alors, bruit dans l'habitat, alors canalisation, j'ai une illustration, on fait ça et on fait ça, ici. Si vous avez des robinets qui fonctionnent de ce type, avec des clapets qui ont des angles aigus, ici, des angles aigus, et qui provoquent des variations considérables dans le trajet, vous allez émettre des bruits très importants par cavitation. Alors, ce type de profil est nettement préférable, où en fait le flux est moins perturbé qu'il ne l'était ici en haut. Donc c'est des sources de bruit qu'on peut éliminer. Bon, c'est sûr que ça a un coût, mais c'est souvent vrai. Alors pour les bruits aériens, il y a des études d'impact qui peuvent être réalisées. Alors ça, c'est une étude d'impact sur l'implantation d'un aéroport. Alors NEF, c'est Noise Equivalent Forecast. C'est-à-dire c'est une étude a priori, et pas a posteriori. A posteriori, on constate. A priori, on peut essayer quand même de faire quelque chose de pas trop gênant ou d'éviter qu'il y ait des constructions en zone bruyante. Alors le profil de bruit d'un avion qui passe au-dessus de vous, ben, c'est ça. Donc là encore, on a ça va de ici une trentaine de hertz jusqu'à ici, on en est à 16 kg. Donc c'est vraiment du bruit large bande.
Donc c'est pas si facile que ça de se protéger de ça, et vaut mieux essayer de prévoir. Alors, une indication intéressante, je passe très vite, mais vous pouvez regarder, quand on a une source ponctuelle, le bruit, en fait, diminue de 6 dB, enfin, le niveau de bruit diminue de 6 dB à chaque fois que la distance double. Bon, c'est facile, c'est parce que log de 20 log de 2, c'est 6. Alors, c'est vrai pour une source ponctuelle. C'est pas vrai pour des sources linéaires, parce que pour des sources linéaires, si vous regardez bien ce qui se passe, la surface de l'onde ne varie pas de la même façon que quand on a une source ponctuelle. Donc, si vous avez une source ponctuelle, c'est des sphères. Donc, quand vous doublez la distance, ça passe de A à 4A, 9A. Et quand vous avez une onde cylindrique, l'aire latérale n'est pas en R carré. C'est 2pi R H. Donc c'est en R. Donc ça ne varie pas de la même façon. Bon, ça pose quelques problèmes pour les sources linéaires. Les sources linéaires, c'est des avions ou des autoroutes. C'est raté. C'est des trains ou des autoroutes. Source linéaire de bruit, c'est ça. Alors pour protection industrielle, il y a des choses qui sont très sophistiquées, comme ça. Pour le rejet à l'air libre de grandes quantités de vapeur qui produisent des bruits très gênants, on a des systèmes très sophistiqués où en fait le principe c'est de découper le flux principal en une multitude de petits flux secondaires. C'est-à-dire que vous transposez en fréquence le bruit basse fréquence vers les hautes fréquences. Bon, alors, je vais... Ouais, les bruits industriels de machines, donc diffuseurs, translateurs, je viens d'en parler. Les plots antivibratiles, c'est un peu les caoutchoucs. Capotage, écran, ça je vais sauter. Je vais vous montrer le dernier, là, parce que ça, c'est pas inintéressant. Bon, ça, c'est des illustrations. C'est le capotage ou l'écrantage. Alors ça, c'est pas inintéressant. Vous reconnaissez, enfin, vous devinez de quoi il s'agit. Alors ça, c'est une photo récente, parce que j'étais au centre spatial il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est Ariane 5 en train d'être relevé. On voit ici qu'à l'intérieur de la coiffe d'Ariane 5, il y a plein de choses qui ont l'air d'être artistiquement installées. Alors ce sont des résonateurs de Helmholtz qui en fait servent à réduire le niveau de bruit pour protéger le satellite embarqué dans la coiffe. Alors, je vous ai dit tout à l'heure au niveau du pas de tir 192 décibels. Or, le son, c'est une vibration mécanique. Cette vibration mécanique va mettre le satellite en vibration mécanique et il ne supporte pas plus de 140 dB. Alors comment on fait pour à 50 mètres de distance, il y a 50 mètres, à Ariane 5 c'est 50 mètres, comment on fait pour réduire le bruit de 192 décibels à pas plus de 140 à l'intérieur? C'est pas si facile que ça, parce que passer de 192 à 140 en dB, c'est considérable. Alors à l'intérieur de la coiffe, il y a ça, et à l'extérieur, il y a un déluge d'eau. On envoie environ 100 mètres cubes d'eau pendant la minute où Ariane quitte le sol. Déluge d'eau qui sert en fait à casser l'onde acoustique, à la fractionner en morceaux pour essayer de la réduire. Bon, et apparemment on y arrive puisque les satellites sont toujours vivants après cette épreuve terrible. Bon, je fais environnement sonore. Vous me donnez encore combien de temps? 0? Bon, d'accord. Je vais m'arrêter. Oui, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Donc, je dis simplement ça, puis c'est tout. Dans les locaux, il y a un paramètre qui est intéressant, qui est simple, qui a été proposé par un physicien américain, Sabine, il y a fort longtemps, donc 1897, je crois. C'est le temps de réverbération. Donc, dans cette pièce-ci, par exemple, pour avoir une appréciation du temps de réverbération, on peut faire ça. Bon, ouais, vous avez entendu que le son ne s'évanouit pas instantanément. Combien de temps faut-il au son pour que son niveau d'intensité diminue de 60 décibels? Bon, ça donne une idée. Alors si vous faites ça dans une salle de classe, dans un restaurant scolaire ou dans une cathédrale, vous n'avez pas du tout la même sensation. Bon, alors j'ai fait un petit exemple en bas, une salle de classe, nue, 7 mètres sur 5 mètres sur 3 mètres, bon c'est à peu près ça. Si vous avez des murs durs, donc un coefficient de réflexion, un coefficient d'absorption plutôt, alpha 0,1, donc faible, les murs sont durs, vous avez un temps de réverbération de 1,2 secondes à peu près. Si vous traitez le plafond avec un coefficient 0,3, donc 35 mètres carrés de surface qui sont remplacés par un matériau absorbant,
vous faites baisser le temps de réverbération à 0,8, qui est la bonne valeur pour une salle de classe. Bon, désolé, j'avais mis trop de choses, c'était prévisible, mais je m'arrête. Je crois qu'on peut remercier M. Damien pour nous avoir convaincu que l'être humain est une magnifique machine acoustique en émission et en réception. Je pense qu'il y a quelques questions qui permettront de prolonger tout ce qui n'a pas été dit. Peut-être, nous avons 5 minutes de questions. L'oreille semble également être un récepteur dont la sensibilité à l'intensité acoustique est logarithmique. Est-ce qu'il y a une explication physiologique à ce comportement logarithmique de l'oreille? Alors là, je pense tout à fait franchement que c'est plutôt M. Tran qui va vous répondre à ça, bon, même si j'ai quelques lueurs sur le sujet. Effectivement, le comportement de l'oreille humaine est de façon évidente plutôt logarithmique que linéaire, bon, ça c'est sûr. Il y a d'autres caractéristiques de l'oreille humaine qui sont compliquées. On a en particulier des comportements non linéaires dans la propagation du son dans la cochlée, dans ce milieu liquide. Alors, comportement non linéaire, une explication simpliste du physicien. Quand vous regardez la houle, une analogie, disons, avec un phénomène qu'on connaît tous, la houle sur l'océan. La houle se propage à très grande distance, avec une fréquence qui se maintient sur des très très longues distances. Que se passe-t-il quand la houle, quand cette ondulation, s'approche des côtes? Alors, si vous prenez les côtes du Nord-Pas-de-Calais, qui sont des côtes dont la profondeur varie de façon très rectiligne, puisque c'est des plages de sable, l'épaisseur de la couche d'eau va varier au fur et à mesure que la houle s'approche du rivage, et la vitesse de propagation de la houle dépend de la profondeur de l'eau. Quand cette profondeur baisse, la tête de la vague, qui a une plus grande épaisseur d'eau sous elle, va avancer plus vite que le creux de la vague, et la tête passe par-dessus, ce qui explique les rouleaux. Alors, comme par hasard, la cochlée a une forme dont l'épaisseur diminue au fur et à mesure qu'on s'approche de l'hélicotrème. Est-ce que, même cause, mêmes effets, hein, moins grande profondeur et donc comportement non linéaire? Parce que j'ai oublié de dire, la houle est parfaitement monofréquence, alors que quand la vague casse, cette forme de vague n'est plus monofréquence. Donc vous avez une génération d'harmonique.